Le pays s'appelle la Rhodésie à l'époque, et la machine politique va interdire véritablement toute production scientifique relatant l'histoire de Zimbabwe. Et qu'est-ce qui va se passer donc à ce moment-là? C'est-à-dire que les chercheurs non africains qui vont essayer donc de faire de la recherche, essayer de trouver en fait qui sont les bâtisseurs de cette civilisation. Tous ceux qui vont mettre en avant la piste africaine vont être soit mis en prison ou expulsés. Bon. Maintenant, les chercheurs africains qui vont essayer quand même de dire « Mais attendez, calmez-vous, c'est une civilisation africaine, nous savons quel peuple a bâti cette civilisation. » Eh bien, tous ces gens-là vont subir une pression extraordinaire de la part du politique. Il ne faut pas oublier que nous sommes en pleine période aussi de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est pire que la ségrégation. La loi justifie des agressions physiques. Hein. Donc ces Noirs-là vont subir toute une série d'affres de persécution. Et pire, la population même, la population locale, sera interdite. C'est-à-dire, elle sera interdite de pénétration sur les terres même de Zimbabwe. Alors, comment va arriver cette délivrance? Cette délivrance, en fait, va arriver tout simplement avec 1980. C'est la période de l'indépendance. Le pays va donc maintenant s'appeler le Zimbabwe. Aussi la fin de l'apartheid en Afrique du Sud avec la libération de Nelson Mandela. Et là, véritablement, la thèse africaine va pouvoir reprendre le dessus et va venir maintenant démontrer que toutes les théories avancées jusque-là étaient des théories totalement fausses. Pourquoi, en fait, toute cette opacité autour de l'histoire de Zimbabwe? En fait, Zimbabwe, c'est très important pour la jeunesse noire, c'est très important pour le peuple noir d'une façon générale. Pourquoi? Parce que c'est une civilisation massive. Il faut imaginer sur près de 7 km² des constructions en pierre massive. Alors, il y a une enceinte royale, le palais royal en forme d'ellipse, c'est quand même une longueur de 244 mètres de long. Ce sont des murs de 10 mètres de haut, avec à la base 5,5 mètres d'épaisseur et en hauteur 3,60 mètres de haut. À l'intérieur de l'enceinte royale, il y a un cône, donc de 9 mètres de haut, qui a quand même 5 mètres de diamètre. Donc nous sommes vraiment dans du gigantisme, c'est du massif. À 700 mètres de là, il y a l'Acropole Hill, c'est-à-dire c'est un château fort, donc qui est dans la montagne. Le château fort, c'est 100 mètres de long de murailles, 100 mètres de long de murailles, des murs épais de 4,5 mètres, l'épaisseur des murs 4,5 mètres, une hauteur de 10 mètres de haut, avec des motifs à chevrons. Donc nous sommes vraiment, je dirais là, vraiment dans la construction massive. Et c'est pour cette raison que on disait durant la période de la ségrégation que ces civilisations avaient été bâties par des Phéniciens, par des colons juifs. On a même parlé des mines du roi Salomon et de la reine de Saba. C'est-à-dire il était impensable pour eux qu'à cette époque, des Noirs aient pu bâtir une telle civilisation. Je vous dis que cette civilisation n'a rien à envier à l'Égypte ancienne. Nous sommes dans des constructions massives. Voyez, et c'est ça qu'il faut véritablement comprendre. Alors, le déclin de la civilisation, l'arrivée des Portugais à Sofala en 1502, parce qu'il faut savoir que à Zimbabwe, les Noirs mangeaient dans la porcelaine de Chine, parce qu'il y avait des relations commerciales avec l'Inde, avec la Chine, donc avec toute l'Asie, avec les Arabes aussi. Et le port de Zimbabwe, c'était la ville de Sofala. Donc, en 1502, les Portugais arrivent à Sofala. En 1505, commencent les hostilités avec le Monomatopa. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'or. Et les Portugais sont attirés par l'or. C'est la course, c'est l'Eldorado. Donc, c'est la course de l'Eldorado africain. Et à partir de là, les Portugais vont remonter le fleuve du Zambèze et vont commencer à s'armer au fur et à mesure pour attaquer le roi, donc, Monomatopa. Et à partir de là, 1629, c'est la conquête portugaise. Cet empire va bouger vers le Mozambique. En 1502, on va retrouver une lignée royale avec les Karangas, et ce sera la dernière lignée royale donc de cet empire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que les livres d'histoire, nos livres d'histoire, témoignent de cette histoire facieuse de l'Afrique, de cet équivalent de l'Égypte ancienne qui se trouve en pleine Afrique du Sud. Et vous vous rendez bien compte que c'est le problème de l'apartheid qui a en fait entraîné cette sous-médiatisation donc de cette civilisation, qui a fait qu'on a collé au continent noir et aux Africains l'image d'un peuple qui n'a pas créé de civilisation, ce qui est fondamentalement faux. Et là, nous ne parlons que de Zimbabwe, parce que nous aurions pu parler de la civilisation donc du Mali, de la civilisation donc du Bénin avec Ile-Ife. On aura l'occasion de revenir sur toute une série de grandes civilisations. Il ne faut pas oublier que l'âge du fer en Afrique, l'âge du fer, c'est quand même la dernière étude de l'UNESCO, c'est 2900 avant notre ère. L'âge du fer en Europe, c'est 1200 dans la région de Hallstatt. Donc, à partir du moment où
on va retrouver toute cette production intellectuelle, cette célébration du génie africain que nous devons faire régulièrement, c'est l'occasion pour nous de rentrer dans l'histoire africaine avec les derniers vestiges des fouilles archéologiques. Voilà. Donc je vous remercie. J'espère que, comme moi, vous avez été passionné par ce récit du Grand Zimbabwe. On aura l'occasion de revenir. En tout cas, je vous dis à très bientôt.